Bonsoir à toutes et à tous. L'idée est donc de regarder un petit peu ce moteur, de profiter de ce moteur-là pour un petit peu étudier quelles sont les petites mesures, les petits contrôles qu'on fait dans un moteur pour le remontage. Le tout premier truc à faire, en fait, on regarde l'ovalisation des cylindres, parce que en fait, un cylindre, enfin même d'ailleurs une forme géométrique, elle est jamais parfaite. Ça dépend juste des outils de mesure et de la qualité des outils de mesure qu'on utilise. Donc là, un cylindre est jamais parfaitement rond. Donc le premier truc qu'on va vérifier, c'est l'ovalisation du cylindre. Comment que ça se vérifie, cette petite chose? Eh bien, ça se vérifie avec des instruments de mesure. Alors là, j'ai un superbe instrument de mesure Amazon à la con. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, dans cet atelier, avoir des instruments de mesure ultra précis, puisque je travaille avec Joseph. Et Joseph, il y a toujours un moment où il va venir et il va prendre un comparateur, il va appuyer dessus à fond parce que c'est rigolo de voir l'aiguille qui monte à donf. Donc du coup, je me suis dit, en fait, je vais prendre des outils à la con. De toute façon, dans la plupart des cas, toute cette mesure-là, c'est un usineur qui va le faire. C'est un rectifieur. En fait, quand on confie les moteurs à l'usinage, ben, du coup, c'est un métier spécifique qui s'appelle un rectifieur. Et c'est lui qui recontrôle pour savoir s'il y a besoin de réaliser le moteur. Volvo prévoit sur ce moteur-là 3 cotes de réparation. Donc, une cote où on peut réusiner un peu plus grand. Une première cote où tu viens prendre 5 centièmes au diamètre. Puis une deuxième cote où tu viens prendre, je sais plus, presque un dixième au diamètre, et une autre cote où tu viens prendre un autre dixième au diamètre. Donc ça permet de monter le moteur. Donc sa cote d'origine, ça doit être 1884 cm3. Et la troisième cote, ça permet de le monter en 2030 cm3, je crois. Donc ça, c'est quand il est en réparation, en cote réparation. Donc là, la première mesure qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire donc une mesure en haut, une mesure en bas. Ça va nous permettre de vérifier la conicité du truc. Et ensuite, on fait une mesure dans ce sens-là, donc en transversale du bloc, et ensuite une mesure en longitudinale du bloc, et ça nous permet de vérifier l'ovalisation. Cet appareil-là, en fait, il vient prendre une mesure entre la pointe qui est là, hop là, si je me mets comme ça, il prend une mesure entre la pointe qui est ici, et vous voyez, si je bouge tout mon petit chariot là, et bien du coup, il vient me prendre la mesure entre là, là et ici. Donc là, je viens prendre appui là-dessus et je viens prendre appui là-dessus. Et ensuite, donc là, je mets mon truc. Vous voyez l'aiguille qui bouge, c'est pas bien cadré. Donc là, vous voyez, si je balance le truc, bah, vous voyez que ma mesure, elle varie forcément parce qu'il n'y a qu'une seule position où je suis perpendiculaire. Mais si je me mets pas du tout perpendiculaire, bah, je prends de la cote. Là, ensuite, je reviens de plus en plus perpendiculaire, eh bien, mon comparateur se met à bouger. Et donc, là, si je me remets de plus en plus perpendiculaire, eh bien, ma valeur diminue. Ensuite, j'atteins un zéro, j'atteins un maximum, et puis ensuite, je reviens dans l'autre sens et je reprends de la cote. C'était super intéressant. Je voulais venir voir en fait de loin et la caméra m'a capté. Donc, Ah oui, c'est de la faute de la caméra. ouais, mais Tu veux faire une mesure au subito? non, au comparateur d'alésage? j'ai vraiment trop peur de te casser ton outil. Tu sais, il y a Joseph qui s'en sert. Hein. C'est pas une raison. C'est vrai. Mais Arthur, pourquoi les cylindres s'ovalisent? Oh, ben dis donc, c'est une bonne question, ça. Parce que ça pourrait juste rester rond. L'explosion, elle se fait comme ça. On parle Pourquoi pas ça devient... s'il te plaît, ici on parle de combustion. Ce fameux débat. C'est pas un débat, putain! Arthur. Ce n'est pas un débat, c'est un moteur à combustion interne, ta gueule. Le bloom bloom, il se fait comme ça. Pourquoi il va avoir une tendance à faire ça? Normalement, dans mes vendredis, normalement, je prévois des feuilles pour faire des schémas. Ok. Fais le con, Je vais te chercher une feuille. fais le guignol. Alors, salut. Alors, Sylvain, parle-nous du groupe B. Écoute, je vais stream hack. En fait, c'est comme du swatting, mais en moins violent. T'arrives dans le stream des autres. Le groupe B en 84, c'était super. Connaissez-vous la 205 Turbo 16? Là, t'es en train de nous faire une tête du piston. C'est un petit bonhomme. D'accord. Il est mignon, non? Yes. Bref. Yes. Alors, attends, j'ai la fonction gomme magique. Yes, c'est ce mec-là qui ingénierise des... Bref, n'hésitez pas, la prochaine fois... T'es monté dans les voitures télécommandées que j'ai fabriquées. Hein. Putain, mais oui, mais pourquoi je suis encore là, moi? Pourquoi je suis encore là? Tu ne devrais pas être là. Et je t'assure, j'ai fabriqué ces voitures, tu ne devrais pas être là. Oh, putain. Donc là, on a un piston, ici. Si tu veux même, tu as
les soupapes. On a déjà parlé de la segmentation. Ça, c'est ça. C'est clair ou pas? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais ils sont très au courant. C'est vrai qu'ils suivent. Les petits mécanophiles. Moi, mes décideurs, il faut que je sois Faut que tu leur réexpliques à chaque fois très synthétique. pourquoi j'ai écrit FER, parce que là, on a le segment de feu, on a le segment d'étanchéité, on a le racleur. Et donc, le moyen mnémotechnique, c'est donc que ce sont des segments en fer. En alliage de fer. Putain, bien vu. T'as vu, hein? On dirait que j'ai été prof. Ah ouais, tu devrais y penser. T'as vu, hein? Ouais. Et donc là, on a le vilebrequin, mais vu d'en face. Le vilebrequin. Voilà, c'est une chaîne morte. De toute façon, il y en a un des deux, je l'aimais pas trop. Ouais, le petit. Je dirais pas lequel, mais. Le petit con, là. Le connard, là. Donc, le fer, le Du coup, segment tu rentres chez feu. moi, après la fin du stream, tu rentres chez moi. Ah, je fais tout, moi. Oui, je fais tout. Je fais le carrelage dans l'entrée, je te garde ta voiture, je fais voiturier aussi. D'accord. Tu sais que je m'étais posé la question d'être voiturier un jour dans ma vie. Je m'étais posé la question d'être chauffeur-livreur, moi, à un moment. Ouais, toujours un truc avec les bagnoles. Je m'étais dit, moi, c'est une option pour que je sois dans les bagnoles et que je conduise des voitures, bah, c'est chauffeur-livreur. Voiturier, je me suis dit que je conduirais des belles voitures. Moi, c'était conduire des voitures. J'ai fait chauffeur-livreur en boulot étudiant. J'ai découvert que le véhicule le plus rapide dans Paris... C'est le 50 cm3. Non, non, je livrais des trucs en plâtre. Ah! Mais c'est le contre... 125 cm3. Alors, des trucs en plâtre vachement plus longs. Non, c'est un fourgon dont personne n'en a rien à foutre. Oui, y compris toi. Y compris toi. Et y compris même le propriétaire du fourgon et tout ça. Et ben ça, du coup, c'est le véhicule le plus rapide dans Paris. Parce qu'il y a un moment, quand quelqu'un te force le passage, tu fais, bah vas-y, essaye. Ah, mais je me suis retrouvé dans des situations légendaires où tu as un chauffeur Uber qui force. Mais tu sais que lui, il a une caution sur sa voiture. Pourtant, chauffeur Uber, déjà... Pourtant, t'es déjà à un bon niveau. Hein. Les gyrophares, mais gyrophares jaunes. Ouais. C'est pas prio absolu. Mais lui, il a une caution sur sa voiture. Alors que toi, le fourgon. Oh là là. Le fourgon, il a 400 000 km, il a plus rien à perdre. C'est mieux qu'un gyrophare, les fourgons. Il attend plus rien de la vie, le fourgon. Il peut mourir à chaque refus de priorité. C'est maintenant mon moment? Non? Bon, ok, ça attendra. Bon, bah c'est pas grave. C'est bon. Non plus. J'ai eu un 807 poubelle, je pense. Ah oui, bah ça, j'imagine. J'avais toutes les prios. J'avais prio à droite, prio à gauche, prio devant, prio derrière. Les pompiers m'ont appelé pour savoir comment je faisais. Ok, nous avons donc vilebrequin, bielle. Donc, on a un vilebrequin, une bielle. Enfin, alors, donc, V, ici, on va mettre. Le V. B comme bielle, et non pas comme bic, et la petite chèvre. Et le P. P comme piston. Quand on a une combustion, explosion. Un truc qui s'enflamme ici, là. Ouais, un truc qui boum, qui explose. Un bloom-bloom. Ouais, un bloom. Et on a une force qui descend, qui pousse le piston vers le bas. En poussant le piston vers le bas, on a la bielle qui va se mettre comme ça sur le côté, puis ensuite la bielle va descendre, va passer par son point mort bas, et ensuite va remonter par l'autre côté. Le truc, c'est que la bielle, quand on est à l'effort maximum, on est à l'endroit là, on n'est pas du tout centré par rapport au piston là. Tu vois bien que là, il y a une distance là. Ouais. Donc ça fait qu'on applique un effort qui est de travers. Ok. Donc ça fait que le piston, lui, il a tendance à se mettre de travers. En se mettant de travers, donc là, il vient se mettre comme ça, et là, il vient se mettre comme ça. Donc il vient frotter sur les bords, mais il vient frotter sur les bords dans quel sens? Si on regarde le piston, il a un axe, mais il peut s'incliner que dans un seul sens. Je ne peux pas le faire twister dans l'autre sens. Donc ça, forcément, cet axe-là, mon axe de piston, il est perpendiculaire à mon vilebrequin. Et donc, mon piston, lui, va passer sa vie à balancer comme ça. Donc il va frotter cette paroi-là, puis cette paroi-là, puis cette paroi-là, puis cette paroi-là. Et là, j'appuie quasiment jamais dessus. Dans la réalité, j'appuie un petit peu. On peut en parler après, si tu veux. Parce que le thème, c'est un vendredi. Okay. On n'a aucun complexe, on n'a aucun tabou. On parle de tous les sujets. Non, bah non, on va pas faire ça. Ouais. Non, mais tous les sujets mécaniques. Non, mais non plus. C'est inclus. D'accord, ok. C'est sûr. Hein. T'as pas une tatra, toi? Ça me dit quelque chose. Et donc, effectivement, l'usure maximum, en fait, on va toujours l'avoir en perpendiculaire par rapport au vilebrequin. Après, on peut parler d'usure de vilebrequin aussi, Sylvain, ton expérience. Bref. Attention, ça peut être très, très usé.
Attends, l'usure est la même sur les moteurs en V, par exemple? Oui, parce que là, en fait, on regarde même pas par rapport à la gravité ou par rapport à la caisse. On parle juste de l'usure du cylindre par rapport à son piston et rapport aux combustions. Donc ça, ton moteur, tu le mets dans ce sens-là, donc vertical, tu le mets couché sur le côté, genre un flat 4 de Subaru, un flat 6 de Porsche ou que sais-je d'autre, en V, en X, en Y, en étoile, comme les moteurs d'avion ou un truc comme ça, tu as toujours ton basculement. Tu l'as encore plus, ce basculement, sur les moteurs plus anciens. C'est bon, tout le monde a pris des notes? Parce qu'il y a une interro à la fin. Hein. Alors, effectivement, tu as vraiment été prof. C'est-à-dire tu demandes les notes après avoir effacé. Après avoir effacé. Et je redessine jamais les schémas. Non. Ah, ça, c'est sûr et certain. J'avais des élèves qui prenaient des photos. Bah, J'ai des élèves qui doivent avoir des photos de vieux schémas sur un tableau et que si tu n'as pas les explications, c'est obscur à mort. Premier degré, j'ai déjà pris des photos de trucs que tu as fait et je pense que je les ai là. C'est vrai? Regarde ça. Voilà. Hein, no fake. Mais t'es un ouf! No fake. Mais ça, c'est mon tableau. C'est les notes d'Arthur où en fait il nous dit attention, les huiles 20W50 sont standards jusqu'à 1980. Attention, la synthèse est détergente. L'huile de ricin, c'est avant-guerre. Le ricin fait un film très épais et solide, mais elle encrasse. Dans les boîtes, c'est de la 80-90 standard ou ricin Motul Gear 5. Tip top pour les pièces en bronze et en laiton. La Gear V, ils ont arrêté de la faire chez Motul. Merde. Dégoûté. Graisse cuivre, conductrice d'électricité pour les bougies, très haute température pour les freins, particules dans la graisse à éviter sur les surfaces précises ou rectifiées. Et con, lui. T'es un malade. Ouais. Bah, un peu malade, mais moi ça. Comment tu m'as volé mes. Bon, moi, enfin, je te dispo. Bah, tu vois, la preuve, c'est que le seul Vultec sur ce sujet n'est jamais sorti. Donc, prends-le comme tu veux. Voilà. Merci, ouais. C'est sympa. Les gens demandent c'est quoi les traits au-dessus. Justement, j'allais en venir avec l'explication. Ici, on a un moteur qu'on va appeler standard. Enfin, c'est une configuration classique. Donc ça, c'est un moteur qu'on appelle un OHV, un Overhead Valve. Donc là, on va avoir les soupapes en tête, ici. Et là, on a la chambre de combustion qui est par là. On part du principe qu'on a une combustion. Et là la combustion, elle se fait plus ou moins centrée. La répartition d'efforts se fait plus ou moins centrée. Et donc, le basculement du piston est minime. Si on prend cette configuration-là, c'est une configuration plutôt avant-guerre. Avant-guerre, c'est un moteur à soupape latérale. Vous voyez, les soupapes, au lieu d'être au-dessus, elles sont sur le côté. Ça veut dire que l'admission des gaz se fait par ici. Et donc, quand on a une bougie qui est par ici, la flamme commence par ici. Et là, on a une propagation de la flamme. Et la flamme appuie d'abord, et donc la pression appuie d'abord ici, sur le piston, puis ensuite ça se propage, et ensuite, à la fin de la propagation, ça finit par se propager ici. Et donc, ces moteurs flathead, là, ça s'use sa grand-mère, parce que ça fait des basculements de piston de ouf. Et donc c'est pour ça aussi qu'on revient à ce type de moteur-là. C'est pour ça aussi que tous les Américains, notamment, parlent du moteur EMI, les chambres de combustion hémisphériques, si on doit encore digresser. Vous l'avez lancé sur un truc. Le truc, c'est que donc la chambre de combustion hémisphérique, on est à peu près homogène, et on essaye, et même aujourd'hui, on essaye de faire partir les combustions le plus au centre possible pour avoir la propagation de front de flamme la plus homogène, et donc pour avoir l'effort le plus centré possible sur le piston, pour limiter l'usure, en fait. Ça fait un petit alien qui dit bonjour. Oui, c'était super clair, comme d'hab. J'ai tout suivi, hein. Je suis tout bien là. Hein. Et normalement, si les fabriqueurs ont bien suivi, la distance entre ici et ici, plus grande. Et vu que le bloc est usé, il y a des kilomètres, normalement ici, ça devrait être plus grand qu'ici. Exactement. Donc il devrait être comme ça. Exactement, tu as tout compris. On mesure? Ouais. Donc là, je me mets complètement de traviole. Je reviens. Là, je monte. Là, mon aiguille, elle ralentit. Elle ralentit, donc tu arrives au point. Donc là, j'arrive au point de 0. mesure. Et là, tu vois, mon aiguille, elle veut redescendre. Ouais, normal. Donc là, je me mets ici. Je tourne mon cadran. Là, je fais mon 0. Ici. Je vérifie quand même que je monte bien à mon 0 au max. Et ensuite que je redescends. Okay. Donc là, supposément, c'est un truc qui est précis au centième de millimètre. Parce que un tour complet, c'est 1 millimètre. Une grande subdivision, c'est un dixième de millimètre, 0,1 millimètre.
Et une subdivision, c'est 0,01 mm. Tu comprends pourquoi j'évite de le laisser dans les mains de Joseph? Oui, Ouais, hein. oui, bah, complètement. Et donc, là, j'ai ma mesure qui est faite dans mon transversal. Et maintenant, Comme j'ai fait mon 0, ici, je peux le retirer. Je tourne mon bousin. Hop, je me remets ici. Je refais ma mesure. Et là, vous voyez que je vais largement au-dessus de mon 0. puisque attends, ton 0, il est, ton 0, c'est cette notification-là. Exactement. Et donc là, je Donc là, vais tu es au-dessus. au-dessus. Ça veut dire que j'arrive à plus pincer mon truc. Ça veut dire que ma distance ici, elle est plus serrée. Normal. Donc ma distance en longitudinale, elle est plus serrée de 4. Ah, mais c'est beaucoup, 3. là. Hein. Je suis plus à 3 qu'à 4. Il n'est pas si flingué. Hein. Donc c'est 3 centièmes de millimètre. 0,03 mm. Ok. C'est pas grand-chose. Ok. En général, on est à 5 centièmes l'admissible. Ok. Au-dessus de 5 centièmes, il se passe quoi? Au-dessus de 5 centièmes, bah, du coup, tu vas avoir un piston ovale, enfin un piston supposément rond dans un cylindre qui n'est pas rond, qui lui est ovale. Du coup, il y a un moment, tu vas avoir des fuites